Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Amaral Fofana, opérateur économique, Ahmed Fofana, consultant en communication, ainsi que notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Le classement mondial de la compétitivité touristique établi tous les 2 ans par le World Economic Forum a été rendu public en ce mois d'avril. 34 pays africains figurent dans ce classement dominé par les pays européens, notamment l'Espagne, la France et l'Allemagne. Le pays africain le mieux classé n'arrive qu'en 53e position et c'est l'Afrique du Sud. Les précisions de Corinne Kandam. Le classement mondial de la compétitivité touristique établi tous les 2 ans par le World Economic Forum a été rendu public. 34 pays africains figurent dans ce classement. Et l'Afrique du Sud est le pays africain le mieux classé à la 53e position, suivi par Maurice à la 55e et par le Maroc à la 65e position. Pourtant, l'Afrique reste l'une des régions les moins prolifiques en matière de compétitivité touristique. Une compétitivité qui est notamment impactée par les faiblesses structurelles en matière de sécurité et la faible qualité des infrastructures. Il faut rappeler que la stabilité économique, que la tranquillité, que la sérénité pour le citoyen, la citoyenne et pour les visiteurs ne sont là que quand il y a une création de richesse nationale et une répartition équitable. Or, ceci ne se fait pas dans les pays africains. Le tourisme est le résultat d'un investissement de très long terme. L'édition 2017 du classement mondial de la compétitivité touristique classe 140 pays en fonction de 16 critères. Les critères d'évaluation portent entre autres sur la qualité des infrastructures routières et aéroportuaires, sur les services touristiques, la valorisation du potentiel naturel, la sécurité ou les niveaux de prix. Parlant de pays comme la Tunisie et qui avait un tourisme qui représentait facilement 8 à 10% du produit intérieur brut, ne pas tenir compte du fait que la sécurité est l'un des éléments que le touriste cherche, puisqu'il cherche à se reposer et à s'éloigner de ses propres problèmes. Il faut avoir un système d'abord équitable, un système de création de richesse équitable pour que la stabilité soit longue. Et deuxièmement, il faut investir dans la sécurité intelligente, dans la sécurité proactive. Il faut prévoir les événements avant même qu'ils n'aient lieu. Le critère sécuritaire est l'un des plus importants en matière de tourisme. Actuellement, les pays du continent africain doivent notamment faire face à la menace terroriste. Le plus récent exemple en date étant celui de l'attentat perpétré contre une église chrétienne copte en Égypte ce dimanche 10 avril. Une problématique à laquelle les pays du continent doivent trouver une réponse efficace afin de garantir leur attractivité, surtout pour des pays comme l'Égypte où le secteur du tourisme compte pour environ 11% du PIB. Ahmed Fofana, d'après vous, comment l'Afrique du Sud a tiré son épingle du jeu? Tout simplement parce que l'Afrique du Sud a considéré le tourisme comme une économie à part entière. Elle a commencé à investir dans les infrastructures parce que tout à l'heure, l'élément disait que le problème aujourd'hui du tourisme en Afrique, c'est les faibles qualités des infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructure réelle. Et aujourd'hui, en second lieu, la sécurité. Mais avant d'arriver à la sécurité, déjà, il faut qu'il y ait des cadres pour accueillir les touristes qui viennent. S'il n'y a pas de cadre approprié, on ne pourra pas. Mais 53e position, ça vous paraît quand même pas loin? Oui, ça paraît bien parce qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Aujourd'hui, on ne considère pas le tourisme aujourd'hui comme une économie réelle. Regardez la France. La France investit plus dans le tourisme parce que derrière, elle y gagne. Aujourd'hui, si l'Afrique, aujourd'hui, il y a un pays comme le Kenya, je suis fort surpris de ne pas voir un pays comme le Kenya dans le classement. Le Kenya regorge aujourd'hui beaucoup de ressources, que ça soit en termes des animaux, des infrastructures hautes, même l'Égypte, où il y a des pyramides hautes. Mais pourquoi elle ne figure pas dans ces classements? Parce que il n'y a pas de volonté politique au niveau du tourisme. Comment rendre le tourisme plus attractif, d'après vous, M. Fofana? Il faut y travailler. Le constat qui est là, il est vraiment amer. N'est-ce pas, le premier pays de l'Afrique, comme l'Afrique du Sud, qui est un pays assez avancé, qui se retrouve en 53e position, le constat, il est vraiment amer. Ça veut dire que nous devons travailler sur ce secteur-là. C'est un secteur qui rapporte beaucoup. Toutes les grandes nations, tous les grands pays investissent beaucoup, mettent beaucoup de sous là-dedans, travailler sur la sécurité, parce que les personnes qui se déplacent, qui viennent, il faudrait qu'ils se retrouvent en sécurité. Ils vont travailler sur la santé, ils vont travailler sur le secteur des infrastructures et travailler maintenant sur les cadres qui vont pouvoir accueillir ces différents touristes-là. Il faut créer le cadre, un cadre qui va mettre les gens bien
bien, qui va les faire sentir en sécurité. Et ça va nous rendre un peu plus compétitifs. Aujourd'hui, nous devons mettre une priorité là-dessus parce que c'est quelque chose à coup sûr qui peut amener une économie à se développer. Nous avons par exemple Dubaï, n'est-ce pas, qui est une zone fortement touristique. Aujourd'hui, ils ont basé leur économie sur le tourisme et aujourd'hui, des millions de personnes se déplacent uniquement pour aller voir Dubaï. Nous avons la ville de Paris qui est la plus visitée aujourd'hui par les plus grandes nations telles que la Chine, n'est-ce pas? Ils sont partout ici à Paris en train de visiter Paris. Donc pourquoi pas en Afrique finalement? Pourquoi pas en Afrique? C'est à nous d'investir Jean-Marie, beaucoup là-dedans. quels sont d'après vous les grands axes de développement qui pourraient aider l'Afrique à être davantage attractive aujourd'hui? Vous le savez bien dire, c'est un sujet que je répète toujours sur ce plateau. C'est-à-dire, c'est un axe de développement. Je dis que dans tout, quand vous faites, si vous voulez, le déroulement de la science économique postule la chose suivante. C'est que chaque État doit utiliser ses avantages naturels et les transformer en avantages comparatifs, si vous voulez, compétitifs au niveau international. Et l'Afrique a oublié ça. Aujourd'hui, quand vous faites, si vous voulez, la géographie du monde, l'Afrique est relativement bien assise là-dessus. Mais malheureusement, nos dirigeants ne se rendent pas compte, si vous voulez, de l'importance du tourisme. J'ai dit toujours sur ce plateau, il a essayé d'aborder ça tout à l'heure. Quand vous prenez la France, quel est le premier poste contributeur au PIB de la France? Je le répète à chaque fois qu'on est sur ce sujet-là. Les gens croient que, si vous voulez, ce sont les centrales nucléaires, c'est parce que la France fabrique des TGV, c'est parce qu'on a, comment dirais-je, Airbus qui est là. Non, le tourisme, chaque année, rapporte à la France depuis des décennies entre 80 et 100 milliards d'euros chaque année. Chaque année. Donc, il est important que nous comprenions que, c'est-à-dire nous avons la flore et la faune qui va avec, et surtout les pays africains. Nous devons mettre en place, si vous voulez, un business model africain en tant que tel. Pas obligatoirement copier ce qui se passe en Europe, à savoir une vision si vous voulez, propre et une vision africaine. Une vision propre africaine, c'est-à-dire qui valorise nos cultures, qui valorise notre histoire et qui valorise, comment dirais-je, notre environnement en tant que tel. Nous ne sommes pas obligés de construire des grands buildings de 50 étages et tout pour pouvoir construire les touristes. On peut partir dans un tourisme de proximité où vous faites coucher. Moi, j'ai eu des amis qui sont partis dans certains pays africains, qui sont partis se coucher dans des cases. Mais quand ils reviennent ici, là, mais ils revoient, si vous voulez, la vie différemment. Donc, l'Afrique, si vous voulez, doit mettre en place un business model touristique purement africain en tant que tel. Ça ne veut pas pour autant dire que l'autre modèle, on l'efface, mais il faut, comment dirais-je, mixer les deux. On va à présent parler d'un autre dossier. L'interdiction était en place depuis un moratoire pris en 2009 par le ministère de l'Environnement sud-africain. Mais après de longues années de bataille judiciaire, des éleveurs sud-africains de rhinocéros ont fini par obtenir gain de cause. La vente de cornes de rhinocéros est de nouveau autorisée. La décision a été rendue ce 30 mars par la Cour constitutionnelle de Johannesburg en Afrique du Sud. Les précisions de Fanny Mounichi. La mesure était réclamée par les éleveurs sud-africains. Ils ont finalement obtenu gain de cause. La Cour constitutionnelle a décidé d'autoriser le commerce de la corne de rhinocéros. L'interdiction était en place depuis un moratoire pris en 2009 par le ministère de l'Environnement. Pas un seul rhinocéros n'a été sauvé grâce aux interdictions de vente de leurs cornes. Cela n'a fait que créer un vaste marché illégal et transnational. On est très content que cette injustice prenne fin. Depuis 1977, la vente des cornes de rhinocéros est interdite au niveau mondial par la Convention sur le commerce d'espèces menacées d'extinction. Le braconnage de rhinocéros a pourtant explosé ces 10 dernières années en Afrique du Sud, qui compte plus de 70% des 29 500 rhinocéros encore en vie dans le monde. La décision d'autoriser la commercialisation de la corne de rhinocéros en Afrique du Sud est une hérésie totale. Le rhino a quasiment disparu des territoires d'Afrique centrale depuis plus de 20 ans. L'Afrique du Sud est un des seuls pays à posséder cette espèce rare. En outre, le plus souvent, les rhinos vivent dans des parcs clos, sortes de grandes fermes, et non dans des espaces naturels en toute liberté. L'Afrique du Sud veut-elle que la faune sauvage d'Afrique disparaisse pour laisser place à des fermes d'élevage très lucratives et avoir ainsi le monopole des espèces en voie de disparition? Le gouvernement sud-africain, obligé de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle, tente désormais de rassurer. Il déclare vouloir encadrer ce commerce et rappelle qu'il faut disposer d'un permis pour vendre ou acheter de la corne de rhinocéros.
Monsieur Fofana, visiblement les points de vue sont tranchés et controversés plutôt. Oui, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez que cette autorisation encadrée va permettre de lutter contre le braconnage? Oui, ben, c'est vrai que cette autorisation un peu déplaît à ceux qui luttent pour la protection des animaux. Mais en fait, la loi qui avait été prise aussi n'a pas rassuré la protection de ces animaux-là. Donc, il y a eu un commerce au noir, un commerce souterrain qui s'est développé. Là, c'est encore plus dangereux pour ceux que nous voulons protéger. Mais donc, décider maintenant de lever cette interdiction, c'est que l'Afrique du Sud a pris des dispositions pour pouvoir mieux organiser ce commerce, permettre aussi à ce que tout ceci se passe de façon propre. Parce que ce commerce aussi permet de pouvoir faire vivre tous ces eaux et toutes ces réserves, toutes les personnes qui y travaillent. Ça permet de financer aussi ce secteur d'activité ou financer aussi le tourisme. Le problème, c'est qu'on a déjà vu qu'en 2008, par exemple, d'autres mesures similaires ont été prises en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, autour de cette autorisation de commerce légal. Et ça n'a pas forcément porté ses fruits, Jean-Marie. Est-ce que cette mesure, aujourd'hui, peut lutter contre ce braconnage avec 29 500 rhinocéros qui restent seulement dans le pays? Dans le monde, et que vous en avez la moitié en Afrique du Sud. C'est une problématique qui n'est pas simple à trancher, tout simplement. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous aurez des gens qui sont pour la préservation de la nature, qui vous diront que, bon, voilà une espèce à préserver. Mais maintenant, je ne suis pas spécialiste, si vous voulez, je ne suis pas vétérinaire pour pouvoir en juger. Il faut tout simplement se poser la question suivante. Cette autorisation-là favorise-t-elle, comment dirais-je, la survie, c'est-à-dire du reste des rhinocéros qui nous restent, ou alors on prend une décision qui va favoriser uniquement le business en tant que là, c'est que les chiffres parlent. 60 000 $ dans le chiffre. Le kilo est vendu à 60 000 $ sur le marché noir et 10 000 si c'est vendu dans le cadre légal. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut que vous ayez des lois internationales qui réprimandent sévèrement, si vous voulez. Mais la Convention internationale sur le commerce des espèces les braconneurs, légifère déjà. On le sait. Pour moi, c'est pas suffisant, on dira. Tout simplement pourquoi? Parce que nous l'avons vu, je crois qu'il y a à peu près 5 ou 10 ans, vous avez, je crois, un occidental qui avait été condamné dans un des pays dont vous parlez là, si vous voulez, à une forte peine de prison. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire vous avez toute la communauté internationale pour un seul individu qui part pour profiter, si vous voulez, de la pauvreté des Africains en tant que tel, aller faire cette exploitation-là, je me dis là-dessus, c'est-à-dire il faut que nous prenions des mesures qui soient des mesures vraiment drastiques. Mais est-ce que les services répressifs de l'État qui sont mis en place auront la mesure, auront le pouvoir tout simplement pourquoi nous savons comment ça fonctionne en Afrique? On va pas se taire là-dessus, tout simplement pourquoi vous avez la corruption derrière, tout simplement. Donc il y a un choix à faire. Soit on fait du business, soit on privilégie la préservation de la nature en tant que telle. Donc c'est pas... Moi, je ne pense pas que cette équation-là va permettre, si vous voulez, de solutionner le problème. D'autant plus qu'il faut couper le mal à la racine. Quels sont les acheteurs, si vous voulez, de ces communes? Absolument. Et quand on voit que, justement, au-delà de ce débat pour ou contre, il y a une pression des pays asiatiques qui l'utilisent pour des vertus médicamenteuses. Mais dans ces conditions-là, ils n'ont pas. C'est ce que je dis souvent, si vous voulez. Le commerce international, c'est bien. Mais les pays asiatiques, si vous avez plus de rhinocéros, mais vous essayez de changer vos traditions. Vous n'allez pas imposer à l'Afrique, si vous voulez, des conditions, si vous voulez, qui sont des conditions dramatiques par rapport à l'humanité pour vous servir, vous. Vous avez plus de rhinocéros chez vous. Pourquoi aller abattre, si vous voulez, la race des rhinocéros en Afrique? Ça n'a aucune logique. Si ce n'est que la logique économique, la logique du business en tant que tel. Si 80% de ces rhinocéros se trouvent sur le continent africain. Même si ça date depuis des millénaires d'Iara. Regardons la logique naturelle des choses. Un bien, si vous voulez, qui est un bien rare, effectivement, si vous voulez, va coûter extrêmement cher. Mais dans ces conditions-là, s'il contribue, comment dirais-je, à battre toute une espèce dans le monde entier, je ne pense pas que ça en vaille le coup. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce jeudi sera consacré à Hindou Oumarou Ibrahim, qui œuvre au quotidien pour la protection de l'environnement au Tchad, mais aussi en Afrique. Merci à Amaral Fofana, vous êtes opérateur économique. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci également à Ahmed Fofana, qui lui est consultant en communication. Merci. Et merci enfin à notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Merci Diarra, enchanté d'avoir passé cette heure-là avec vous sur le plateau et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Que l'on va remercier également. Merci à vous de nous avoir suivis sur Africa 24. Restez sur notre antenne, l'actualité se poursuit.